Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale aujourd'hui. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 21, Maxime et les sorcières, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Bonjour Maxime Gély Perbellini. Bonjour. Tu fais une thèse depuis fin 2014 en histoire médiévale à l'Université libre de Bruxelles et à l'École des hautes études en sciences sociales, et tu travailles précisément sur comment s'est construite la figure de la sorcière en France à la fin du Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle, et tu es sous la direction de Marianne Polo de Beaulieu et Alain Dierkens. Tout à fait. Pour préparer cet épisode, j'ai demandé aux auditeurs de m'envoyer des questions et j'en ai jamais reçu autant. Donc Maxime, le sujet manifestement passionne, donc merci beaucoup à eux. J'aimerais vraiment qu'on commence sur un sujet qui pour moi est vraiment primordial. Est-ce qu'on peut faire le point sur la chasse aux sorcières au Moyen-Âge ? Est-ce qu'on peut vraiment parler de chasse aux sorcières au Moyen-Âge ? Alors, la question en effet se pose d'emblée, parce que lorsque l'on parle de la répression de personnes accusées de sorcellerie, je préfère utiliser une paraphrase un peu plus longue pour parler d'un phénomène qui, je pense, est complexe. Donc du coup, c'est sûr que l'historiographie en général, et dans les discussions apparaît plus souvent et plus facilement l'expression de chasse aux sorcières, qui peut, à mon sens, être beaucoup plus appliquée à cette répression de femmes et d'hommes accusés de sorcellerie au cours du XVIe, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, où là, pour le coup, il y a eu vraiment une répression systématique, globalisée, et où le nombre de procès, d'accusations et de condamnations a été très 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 forte. En ce qui concerne le Moyen-Âge, il est difficile de parler de chasse aux sorcières ou de chasse aux sorciers stricto sensu, dans le sens où déjà la formulation pose le problème du genre que l'on emploie pour parler de ces personnes accusées. Il n'y a pas, à vrai dire, de systématisation d'une accusation féminine ou masculine. La réponse est plus complexe dans le sens où les particularités géographiques se font sentir sur le type de personnes qui sont accusées. Certains foyers vont être représentatifs d'une accusation centrée plus sur des femmes, d'autres plus sur des hommes. Donc pour le Moyen-Âge, parler de chasse aux sorciers ou aux sorcières est à mon sens pas anachronique mais exagéré. Alors, comment on pourrait définir une sorcière au Moyen-Âge ? Pareil, la réponse c'est pas qu'elle n'est pas facile, c'est qu'elle elle nécessite de prendre quelques distances avec la question. Comment se définit une sorcière ? La définition se conçoit dans l'esprit des accusateurs. Ces accusateurs peuvent être multiples. Ils peuvent être tant ecclésiastiques que laïques. Sur une période qui va du XIIIe au XVe siècle, en tout cas pour les siècles qui nous intéressent dans mes travaux pour la fin du Moyen-Âge. Déjà, cette conception diverge en fonction du parti pris ou de l'angle d'accusation qui est souhaité par l'accusateur, en tout cas qui est modélisé par l'accusateur. La sorcellerie cohabite avec d'autres types de répression qui vont, au cours du Moyen-Âge, être agglutinées à la sorcellerie à proprement parler. Telles que la magie rituelle, l'astrologie, toute forme d'art divinatoire, chiromancie, géomancie, l'art notoire, la nécromancie, et la sorcellerie en elle-même revêt différentes réalités. En tout cas dans la bouche des accusateurs, ça peut être l'adoration du diable, stricto sensu, l'apostasie, donc le rejet de la foi chrétienne, le maléfice, c'est-à-dire nuire à quelqu'un d'autre par une action réputée magique, une invocation démoniaque, un envoûtement, le vol magique,
pour se diriger vers le sabbat, et le sabbat lui-même qui est l'adoration du diable au cours d'une réunion secrète nocturne. Tous ces éléments-là, dits d'une certaine manière, comme je le fais en bouquet, émergent au cours du Moyen-Âge d'une manière non pas simultanément, mais au cours de l'évolution des différents concepts. D'après les recherches que tu as faites, quelles sont les premières accusations de sorcellerie qu'on trouve au Moyen-Âge ? Sur la tranche chronologique que j'étudie, sur la fin du Moyen-Âge, les premières accusations de sorcellerie, c'est-à-dire où se retrouve conjointement dans un procès l'idée qu'une personne, par le biais d'un sortilège, en latin sortilegus, que ce soit par l'entremise du diable ou non, a causé un méfait à quelqu'un d'autre, apparaît, ou en tout cas est relevé dans les sources dès le XIIIe siècle. En Italie du Nord, dans le Frioul et autour de Pérouse. Et est-ce qu'on a des traces de ce que pouvait être la sorcellerie au Haut Moyen-Âge, donc au début du Moyen-Âge ? Oui, parce que l'accusation en sorcellerie elle-même ne date pas du Moyen-Âge. La condamnation de la sorcellerie ne date pas du Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, déjà, la figure de la magicienne ou de la sorcière ou du sorcier, du négromancien existe. Elle est critiquée par Cicéron lui-même. Au Moyen-Âge, des capitulaires carolingiens mentionnent l'idée de condamnation de certaines pratiques réputées magiques, de pratiques qui vont à l'encontre de la foi chrétienne, de pratiquer des sortilèges, des maléfices. Par exemple, dans certaines condamnations aussi dans la bouche de l'Église, je pense spécialement à Hincmar de Reims au Moyen-Âge, qui réfléchit par exemple autour de l'annulation du mariage, aux caractères qui peuvent nuire au mariage, et dans ces éléments-là, on retrouve l'idée du sortilège qui est une possibilité d'empêchement de copulation des époux, et donc de quelque chose qui doit être condamné, réprimé. Cette idée-là se retrouve très régulièrement, mais c'est uniquement vers la fin du Moyen-Âge, XIIIe, XIVe, XVe siècle, que se focalise une action judiciaire, théologique, doctrinale, conjointe, commune, et qui conduit à une condamnation, une répression, une accusation de personnes qui sont réputées pratiquer. Je vais utiliser très souvent au cours de l'enregistrement du podcast la formulation de réputé, parce que en tant qu'historien, moi-même, je ne peux pas me placer pour juger si les personnes qui sont mentionnées dans ces sources sont ou ne sont pas sorcières. Justement, le but de l'historien, c'est de détricoter l'ensemble des processus qui mènent et qui construisent cette criminalité, c'est la conjonction finalement des différents modèles judiciaires, théologiques, doctrinaux, qui conduisent une personne, un juge, à accuser une autre d'être porteur de méfaits, de crimes, qui sont la sorcellerie. On revient à la fin du Moyen-Âge, tu travailles donc surtout sur la France. Oui. Est-ce qu'il y a des zones en particulier ou des régions où on retrouve plus d'accusations de sorcellerie ? Oui, il faut déjà poser d'emblée que le Royaume de France n'a pas les mêmes contours qu'aujourd'hui pour la France telle que nous la connaissons. Et les foyers d'accusation se retrouvent essentiellement, en tout cas pour des foyers d'accusation, parce qu'ensuite les accusations apparaissent momentanément et un peu partout sur le territoire du Royaume de France, mais on observe des foyers de répression ponctuels avec des pics d'accusation d'un coup comme ça, tels que par exemple au Parlement de Toulouse, à Arras, au milieu du XVe siècle, dans le Dauphiné, en Auvergne, à Paris. Je ne le dis pas dans l'ordre, bien sûr, mais il faut surtout retenir que ces accusations apparaissent sur les contours géographiques de ce Royaume de France, dans ses périphéries, dans ses marges. Bien sûr, la question de l'articulation entre accusation de sorcellerie, instrumentalisation judiciaire de cette accusation
et construction de l'État sont liées dans cette émergence de foyers, puisque l'accusation de sorcellerie va très souvent servir dans l'ordre judiciaire à imposer la place et surtout l'État, l'autorité royale et la construction d'un État centralisé pyramidal. Je ne l'avais pas vu sous cet angle, effectivement, c'est hyper intéressant vu comme ça. Pour enchaîner, je reprends une question que m'a posée Hakim sur Twitter, qui disait qu'il avait cru comprendre qu'il suffisait de dénoncer une femme en tant que sorcière pour qu'elle puisse être jugée en tant que ça. Et plus largement, moi je te demande comment commencer une enquête pour sorcellerie. Bien sûr, dans ce que je viens de dire, on a l'impression que l'accusation émane uniquement des autorités judiciaires ou royales ou ecclésiastiques. Ça n'est pas le cas, bien sûr. Ces organes de répression et de punition sont bien sûr ceux qui agissent dans l'accusation de sorcellerie. Mais l'accusation peut bien sûr émerger par une voisine, une personne de son entourage. Car l'accusation de sorcellerie, au Moyen-Âge, en France spécialement, est fondamentalement reliée à la question de la renommée, c'est-à-dire de la réputation de la personne qui est accusée. Les sorciers et sorcières que l'on retrouve en procès sont le plus souvent, voire majoritairement, considérés posséder une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Ces éléments sont souvent basés sur les caractères délétères de leur vie. Ils n'ont pas une bonne fréquentation de l'Église, ils sont mauvais chrétiens, mauvaises chrétiennes, ils refusent la confession, ils refusent l'Eucharistie, ils adorent le diable, ils ont fait vœu d'adorer le diable, ils sont dans l'apostasie, enfin tout un système qui les met en fracture de la société chrétienne, donc de l'Église avec un E majuscule. Ces accusations intracommunautaires, bien sûr, existent. Le nombre d'injures que l'on retrouve dans les registres de justice, qui mentionnent simplement le mot sorcière, vaudoise, fecturière, un autre mot que l'on connaît pour parler de cette réalité, sortilège, adorateur du diable, etc., montrent à quel point que les populations civiles se saisissent, participent à ce phénomène d'accusation de personnes et construisent au sein de la communauté une sorte de pression sociale sur des personnes qui sont réputées exercer la sorcellerie. Magie noire, arrêtez tout, les pattes de poulet, vous êtes un hérétique! Foutre le camp, oui! Essayez de pas trop le déconcentrer. Démon! Si tu es dans ce corps, sors ou sois maudit! Combien de fois est-ce que j'ai dit que la magie c'était interdit? Combien de fois je l'ai dit, répété, ça veut pas rentrer dans votre cabroche? Mais moi je viens pas vous emmerder quand vous faites cramer des sorcières, alors foutez-moi la paix! Le triste dans cette histoire, c'est que je vais être obligé de prendre des mesures. Est-ce que les procès sont surtout conduits par l'Église ou est-ce que la justice laïque condamne pour sorcellerie? Non, les procès ne sont pas exclusivement conduits par des instances ecclésiastiques. Loin de là. Dans certaines régions même, ce n'est même exclusivement que des procès menés par des tribunaux laïques, tribunaux royaux. Par exemple, dans le Dauphiné ou au Parlement de Dauphiné, un tribunal laïque qui va, au cours du XVe siècle, mener un nombre important de procès à l'encontre de sorciers et de sorcières. Comment se déroulent les procès pour sorcellerie? Est-ce que les personnes accusées peuvent se défendre? Oui, alors c'est une question qui revient très souvent. La justice médiévale, et surtout la justice à la fin du Moyen-Âge, n'est absolument pas arbitraire. Elle autorise bien sûr le contradictoire et elle possède une procédure très réglementée. Un peu comme aujourd'hui? Elle n'est pas écrite. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on possède le code de procédure civile ou pénale. Au Moyen-Âge, c'est la coutume qui prévaut dans l'organisation des procès, la coutume ou le style. On parle très souvent de style du Parlement de Paris, de style du bailliage de quelque chose, c'est-à-dire comment, dans une institution judiciaire, à telle ou telle localité, on construit un procès ou... Donc il n'y a pas de texte de loi, en fait. Il y a des textes normatifs qui construisent le droit, les ordonnances royales, etc. Mais le droit est le plus souvent majoritairement coutumier.
C'est-à-dire que c'est la coutume qui prévaut sur la manière d'agir face à tel ou tel crime, tel ou tel délit. Donc j'imagine qu'il doit y avoir... Et cette coutume est écrite. Ah, la coutume est écrite quand même. La coutume est écrite, mais on ne conserve pas toutes les coutumes, mais en général, elle est écrite. Par exemple, la coutume de Beauvaisis, de Philippe de Beaumanoir, qui est un des monuments du droit médiéval, est une source écrite, enfin c'est une coutume écrite. Donc j'imagine que les procès ne se déroulent pas de la même façon selon les régions alors. La procédure en général est en tout cas pour des tribunaux royaux, donc du coup qui sont l'émanation de la justice déléguée du roi dans le royaume de France, la procédure est globalement la même. Les tribunaux laïcs vont très rapidement s'accaparer la procédure inquisitoire, qui est la procédure donc du coup des tribunaux ecclésiastiques pour mener un certain nombre de procès, pas uniquement pour la sorcellerie, mais en tout cas pour appliquer un certain nombre de caractères procéduraux pour mener des enquêtes, des informations à l'encontre de personnes qui sont accusées pour démêler finalement pas le vrai du faux, mais pour démêler la réalité des causes qui sont placées devant le tribunal. Alors, comment ça marche ? Pour répondre à ta question, il est possible de se défendre, il n'y a aucun problème, par exemple, devant le Parlement de Paris. Les personnes qui font appel de procès qui ont été jugés en première instance, des tribunaux, donc du coup, d'un degré inférieur à celui du Parlement de Paris, Bailliage, Prévôté, Châtellenie, des femmes ou des hommes qui sont réputés être sorciers et qui viennent se défendre devant le Parlement de Paris, ont des avocats pour plaider leur cause. Il n'y a aucun problème, le contradictoire, en tout cas au Parlement, existe sans aucun problème. Devant d'autres juridictions, en degré inférieur, on peut tout à fait se défendre par soi-même, ou être représenté par quelqu'un d'autre, son mari, un avocat, tout est possible. Donc je disais tout à l'heure, avec l'introduction du coup de la procédure inquisitoire, ce qui va changer dans la procédure judiciaire de ces procès, en tout cas pour l'accusation de sorcellerie, c'est l'introduction essentiellement donc du coup de l'information, donc c'est-à-dire une enquête sur la renommée de ces personnes, où on va interroger, chercher des témoignages, mais également l'introduction de la torture, qui revient pour donc avoir l'aveu de la personne qui est incriminée, qui est réputée être sorcier ou sorcière, parce que la preuve dans l'ordre judiciaire médiéval n'est pas matérielle, elle est exclusivement basée sur l'aveu. Faire avouer à quelqu'un qu'il est sorcière est essentiel pour pouvoir le faire condamner. C'est même la condition exclusive. Donc la torture, dans la procédure judiciaire à l'encontre des sorciers et des sorcières, la torture donc du coup existe, elle est employée pour faire avouer à telle ou telle personne qu'elle a commis tel ou tel crime, sortilège, etc. Les autorités, tant laïques qu'ecclésiastiques, sont toujours un petit peu timides à exercer la torture, mais elle l'exerce quand même. Et surtout, elle est encadrée, et lorsqu'elle est mal employée, elle peut être, un procès peut même jusqu'à être annulé. En tout cas, la procédure inquisitoire prévoit 3 séances de torture à la suite, où on essaye de faire avouer sous tout un système de maltraitance le crime que la personne aurait commis. Et chaque 3 séances est intercalée par un moment de repos pour la personne qui est mise à la question, comme on dit. Et si au bout de ces 3 séances de torture, la personne, la femme réputée être sorcière ou l'homme réputé être sorcier n'a pas avoué son crime, elle est réputée comme étant non sorcière ou non sorcier. Au cours du Moyen-Âge, les séances de 3 tortures vont se multiplier, allant parfois jusqu'à 5, avant donc 3 fois 5, pour essayer d'établir l'innocence ou la réputation de la personne accusée. Mais, encore une fois, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, cette procédure va être renforcée. Et dans le Marteau des sorcières, c'est un traité d'inquisition de 2 inquisiteurs dominicains, rénans,
qui s'appelle Henri Nsitoris et Jacques Sprenger, qui mettent en place toute une série, un traité quasiment pratique pour déceler, au cours d'une procédure judiciaire, les sorciers et les sorcières. Ce traité met l'accent sur la féminisation de l'accusation de sorcellerie et surtout indique que la torture doit être appliquée sans restriction, donc du coup sans respecter la coutume de la procédure inquisitoire, jusqu'à ce que la personne avoue, puisque le sorcier ou la sorcière sont réputés être des menteurs par nature et donc du coup aussi de par leur pacte avec le diable. Donc il faut les faire torturer jusqu'à ce qu'ils avouent. Donc on voit bien qu'il y a une évolution du regard sur la torture dans la procédure inquisitoire à l'encontre des sorciers et des sorcières, et un durcissement de cette procédure, surtout dans les traités d'inquisition jusqu'à la fin du Moyen-Âge. On a trouvé une sorcière! Est-ce qu'on peut la brûler? Comment savez-vous qu'elle est une sorcière? Elle ressemble à une sorcière! Elle ressemble à une sorcière! Montre-la-moi! Je ne suis pas une sorcière! Je ne suis pas une sorcière! Mais tu t'habilles comme l'une d'elles. Ce sont eux qui m'ont habillée de la sorte! Non, c'est pas vrai! Ceci n'est pas mon nez, c'est un faux nez! C'est vous qui l'avez habillée comme ça? Non! Non! Oui. Oui, un peu. Oui, un peu. Un peu. Elle a une verrue! Brûlons-la de toute façon! On vient d'écouter un extrait du film Sacré Graal, donc des Monty Python. Qu'est-ce que tu penses de la représentation de la sorcière dans ce film? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est déguisée. Ce qui est intéressant, c'est le village, le voisinage, la communauté circonvoisine à cette personne qui l'accuse, qui la déguise, qui l'amène à, si je comprends bien, le représentant de la justice locale, pour qu'elle soit même pas jugée, mais directement condamnée, sans forme de procès. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la déconstruction des caractères accusatoires de cette personne, bien sûr avec tout le caractère comique qui va avec, et la construction d'une logique accusatoire. Ce qui est intéressant dans la déconstruction des éléments accusatoires du peuple, c'est la déconstruction donc des caractères physiques. Ils lui ont ajouté un faux nez, un chapeau, et si j'ai bien compris également des sortes de guenilles, de haillons. Alors là on est en plein bien sûr dans cet imaginaire de la vieille femme, Vetula en latin, qui simplement par son caractère, son âge avancé, sa laideur, le fait qu'elle est certainement hors mariage, qu'elle n'a pas pu se marier, est en fracture de la société civile, villageoise, mais également sur une société chrétienne, puisqu'elle n'est pas intégrée dans cette société. Donc, on y retrouve ici des ferments qu'on a d'ailleurs au Moyen-Âge sur une tentation, en tout cas un sentiment que les accusations féminines de sorcellerie se concentrent sur ce type de femmes, sur l'émergence d'un de ces stéréotypes de la sorcière qu'on a encore aujourd'hui. Ensuite, on a une nouvelle construction accusatoire qui apparaît en disant que si cette sorcière pèse autant que du bois, qui pèse autant qu'un canard, elle est sorcière et donc du coup elle peut être accusée. Ici on touche un autre ordre, celui de l'ordalie. L'ordalie, c'est une épreuve judiciaire qui permet d'établir la culpabilité ou l'innocence d'une personne qui est accusée. Ici, l'ordalie peut revêtir différentes formes, différents procédés, l'ingestion de plomb en fusion, vérifier si l'on résiste à une noyade, etc., etc. Ici, elle prend le caractère donc du coup d'une pesée où l'épreuve consiste à mettre la personne qui est réputée sorcière dans une grande balance, et sur un plateau on met la sorcière et sur l'autre plateau on met le canard qui est censé être aussi léger que le bois et donc du coup flotter sur l'eau. Vous imaginez bien que la sorcière est aussi légère que le canard et donc les villageois peuvent aller la brûler, la condamner. Eh bien justement, parfaite transition, merci.
À quoi sont condamnées les personnes accusées de sorcellerie ? Lorsqu'une personne qui est réputée sorcier ou sorcière passe devant les tribunaux, la sentence n'est pas toujours la condamnation. Bien au contraire, elle peut aller de la relaxe, donc c'est-à-dire l'annulation de la sentence, jusqu'à la condamnation à mort sous différentes manières, le bûcher le plus souvent, la pendaison, la décapitation, allant de l'amende à la prison plus ou moins sévère, etc. Et est-ce qu'on a des cas où les personnes qui à l'origine étaient accusées ont finalement été innocentées ? Oui, d'une manière vivante ou posthume. C'est-à-dire posthume ? Après leur condamnation à mort. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué et après ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une erreur. C'est le cas de la Vaudrie d'Arras qui, donc du coup au milieu du XVe siècle, sévit dans la ville d'Arras, qui va condamner un certain nombre de femmes et d'hommes pour sorcellerie, hérésie, etc., qui vont être toutes condamnées à mort. Et le Parlement de Paris, lorsque Arras redevient française, le Parlement de Paris fait annuler, enfin en tout cas rejuge les cas de sorcellerie, etc., qui se sont jugés, qui ont été faits à Arras, et un certain nombre de personnes sont innocentées. Elles ont eu de la chance. Alors, Maxime a encore plein de choses à nous raconter sur les sorcières et les sorciers, sur son travail, sur ce qu'il a découvert sur les procès de sorcellerie. Pour écouter la suite de cet épisode, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Je voudrais remercier Lismel qui m'a été d'une grande aide pour le montage. Allez l'écouter dans le podcast La Monstruelle, auquel je participe aussi. Et si vous aussi vous avez envie de passer dans le podcast, que vous êtes en master ou en thèse, et que vous étudiez le Moyen-Âge d'une façon ou d'une autre, envoyez-moi un mail à l'adresse passionmédiéviste avec un S à médiéviste @gmail.com. Salut!